Bonjour Julie Garnier, merci d'être en direct avec nous sur RT France. École donc fermée 15 jours minimum selon Olivier Véran. 100% du chômage partiel pris en compte par l'État d'après Muriel Pénicaud. Comment est-ce que vous accueillez ces annonces ce matin? Ça va dans le bon sens, non? Alors bien évidemment, pour les 2 semaines de vacances, d'arrêt pour l'école, c'est plutôt une bonne chose et c'est ce qu'on attendait. Le problème, c'est qu'on n'est absolument pas organisé. Je suis parent d'élèves, j'ai 2 enfants, un au CP et l'autre au CM2, et ce qu'on constate, c'est que les parents d'élèves se retrouvent devant le fait accompli et doivent s'organiser, mais sans moyens. Donc il y a une vraie interrogation et face notamment pour des petits, quand on est au CP, la classe virtuelle, on se rend compte que tout de suite, ça montre ses limites. Et surtout que les parents, s'ils doivent rester à la maison pour s'occuper, ils ne pourront pas faire du télétravail. Donc aujourd'hui, le décret tel qu'il est fixé est de proposer un arrêt pour les parents à condition que celui-ci ne puisse pas faire de télétravail. Donc voilà, si le parent doit rester à la maison, faire du télétravail et en même temps faire la classe de son enfant qui est au CP, je pense que ça va être compliqué. Donc il va falloir que le gouvernement explicite un petit peu plus ce décret et puisse donner un moyen aux parents de s'organiser. En attendant, bien évidemment, la solidarité est de mise. Et c'est ce que nous mettons nous aussi en œuvre pour que aucun enfant ne puisse rester en dehors du chemin, comme il le dit lui-même. Vous parlez là donc du coup des écoles et des crèches fermées, mais concernant l'annonce de Muriel Pénicaud, 100% du chômage partiel pris en compte par l'État, comment est-ce que vous réagissez à cela? Ce que je vois surtout, c'est qu'il y a une remise en cause de finalement toutes les décisions qu'ils ont prises depuis près de 3 ans. Sur le chômage, puisque c'est Muriel Pénicaud qui en parle, il faudrait peut-être lui rappeler qu'à partir du 1er avril, ils ont mis en place une réforme qui va être une vraie tuerie pour tous les travailleurs, parce que on voit très bien que les rémunérations ne vont plus être à la même hauteur que ce qu'elles étaient auparavant. Donc c'est bien effectivement de prendre en charge à 100%, mais ce qu'on voit, c'est que la crise qu'on connaît, ce n'est que le début, comme ils disent. Donc il faut bien voir que tout ça, ça doit être placé dans le long terme, et dans le long terme, les décisions qu'ils ont prises jusqu'alors n'allaient pas dans ce sens-là. Donc s'ils doivent faire le bilan de ce qu'ils ont fait, qu'ils le fassent réellement et qu'ils prennent en charge véritablement le besoin qu'il y a pour les travailleurs, d'être pris en charge à 100%. Faisons les choses jusqu'au bout. Il aura fallu une crise mondiale pour que le président de la République comprenne que le modèle d'un monde est mort. C'est la déclaration du leader de votre parti, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'il y a du coup un virage politique plus social pris par Emmanuel Macron, comme vous venez de l'expliquer, comme quoi il a changé un petit peu son fusil d'épaule? Ça, on va le voir avec les actes. Comme je vous le disais, pour le chômage, on va voir s'il va revenir effectivement sur les décisions qu'ils ont prises. Mais allons plus loin sur les hôpitaux. Si la santé est vraiment une priorité, donnons des vrais moyens aux hôpitaux et pas que là. Pas que pour quelques semaines, donnons-leur des vrais moyens pour durer, dans la durée. Sortons aussi des règles budgétaires, puisqu'on voit que ces règles budgétaires ne servent à rien. Ce carcan de 3% n'a aucun sens, puisqu'on voit qu'il y a un plan de relance qui doit être organisé. Et puis, pensons aussi aux populations fragiles. Il n'a pas eu un mot pour toutes les personnes sans abri, qui sont les premières victimes de cette crise sanitaire. Faisons une réquisition, par exemple, des logements vacants, ou pour toutes les familles fragilisées, nous arrêtons pas la trêve hivernale, arrêtons les coupures d'énergie. Vous voyez que toutes ces décisions-là qui sont à prendre ne vont pas dans le sens qui a été pris depuis le début par Emmanuel Macron, ne vont pas dans le sens du modèle libéral. Tout ça va dans le sens d'une solidarité et d'une entraide. Il parle d'un plan de relance. C'est peut-être le moment de parler d'une véritable planification qui mette la solidarité et l'entraide au centre finalement de nos politiques. La solidarité. Qu'est-ce que vous attendez du discours d'Édouard Philippe qui s'exprime tout à l'heure à 13h sur TF1? Je pense qu'il y a 2 temps. Le premier temps, c'est d'abord de répondre à l'échelle d'urgence. Ce que je vous disais sur, par exemple, l'arrêt des coupures d'énergie, le fait de pouvoir reloger toutes les populations fragiles qui sont dehors aujourd'hui, etc. Donc il y a un premier temps, c'est le temps d'urgence. Et il y a un second temps, c'est le temps de la planification, le temps long. Et sur le plan de relance, effectivement, il faudra qu'il y ait une véritable interrogation. Les crises que nous traversons, que ce soit cette crise sanitaire, mais également la crise financière avec les bourses et la crise écologique qui est derrière et sur laquelle il ne faut pas oublier, doit nous amener à réfléchir
construire sur une véritable planification écologique. Nous l'avions déjà écrite, cette planification, nous avons un plan. J'aimerais que, effectivement, on soit bien inspiré de ce plan parce que c'est le seul qui mette justement les vraies priorités en face. Si la santé est une priorité... Le plan d'urgence, Julie Garnier, crèches et écoles fermées, mais maintien des municipales et des transports en commun, donc brassage de population, voire propagation potentielle du coronavirus. Est-ce que vous pensez qu'il y a un paradoxe par rapport à ces mesures prises hier soir par Emmanuel Macron ? Effectivement, quand on prend les transports en commun, le métro, le RER, le Transilien, etc., on se rend bien compte que les mesures d'hygiène ne sont pas du tout respectées. Bien évidemment, il faudrait peut-être aller un peu plus au-delà. Mais je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas virologue, donc je ne peux pas dire quelles doivent être les préconisations. Je pense que c'est à des spécialistes de répondre à ça. Moi, le seul chemin sur lequel je peux répondre, c'est sur le plan politique. Et sur le plan politique, nous avons des propositions concrètes à faire. Et qu'on voit que le meilleur rempart dans cette situation-là, ce sont les services publics. C'est sur eux qu'on compte en premier. Donc c'est à eux qu'on doit donner les moyens en priorité. Et puis derrière, il y a également toutes les petites entreprises qui sont toujours aussi les plus fragiles. Je pense aux PME, je pense aux sous-traitants, qui elles vont être touchés de plein fouet par la crise. Donc à elles aussi, il faut leur apporter des réponses. Vous voyez que dans tout ça, nous avons besoin d'un État fort. Nous pouvons donner à l'État les moyens justement d'être réellement influent sur l'économie, contrairement à ce qu'on nous dit depuis des années et des années. Donc la loi du marché ne doit pas prévaloir. Ce qui doit prévaloir, c'est l'intérêt commun, c'est l'intérêt général, c'est la solidarité, c'est l'entraide. Bref, et créer un avenir en commun. Dernière question rapidement, Julie Garnier, est-ce qu'il faut suspendre selon vous le débat sur les retraites comme l'évoque le MEDEF ce matin ? Je pense que le débat sur les retraites méritait un vrai débat et en dehors de cette crise sanitaire, il ne méritait pas un 49.3. Il mérite un vrai débat parce que c'est une question fondamentale pour notre société et je pense que le débat se posait déjà avant et le gouvernement n'a déjà pas géré cette question-là. C'est le mot de la fin. Merci Julie Garnier d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes oratrice nationale de la France Insoumise. Vous venez d'évoquer certaines contradictions dans les mesures prises hier soir par Emmanuel Macron.